Cette année, Frontières franchit un nouveau cap en lançant de nouveaux formats, avec une équipe renforcée et une ambition, devenir ce grand média d'investigation capable de concurrencer Mediapart. Au cœur de notre modèle, une nouvelle application mobile, d'ores et déjà disponible sur iPhone et bientôt sur Android. Si vous souhaitez nous suivre au quotidien, téléchargez cette application mobile. Et pour nous soutenir de façon plus engagée, abonnez-vous et découvrez tous nos contenus exclusifs, magazines, enquêtes et interviews. Merci à tous. Je mets les pieds où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Monsieur Roffer, vous êtes criminologue et l'un des rares experts internationaux de cette discipline. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme. Vous avez d'ailleurs reçu un prix de l'Académie française, il me semble. Et votre dernier livre en date s'appelle Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. J'aimerais vous poser quelques questions sur l'état de la criminalité dans ce pays. Première question. En mai de cette année, Mohamed Amra s'est évadé au péage d'Incarville dans un scénario digne d'un film hollywoodien. Ça a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Premièrement, est-ce que vous pensez qu'on va le retrouver ? Et ça dit quoi de la puissance des narcotrafiquants en France ? Eh bien, d'abord, c'est pas sûr, parce que si ça se trouve, et plus les semaines passent et plus on est dans cette option-là, il est déjà à l'étranger. C'est une possibilité certaine, d'autant plus que depuis Schengen, il n'y a plus vraiment de frontières, hein, donc les gens passent un petit peu comme ils veulent. C'est la liberté absolue de circulation des biens et des personnes, sauf pour les magistrats et les policiers, autrement ça serait pas drôle. Donc il est peut-être déjà à l'étranger. Et surtout, ce sur quoi ça en dit des tonnes, c'est l'impuissance de l'appareil d'État français. C'est-à-dire que des années de Dupond-Moretti, des années, et puis d'avant de Taubira, qui avait déjà appuyé pas mal sur la chanterelle, des années de Cazeneuve et après ça de Darmanin, et l'appareil régalien français va mal. Il est encore capable d'exploits considérables. On a vu le coup de rein extraordinaire de la police, de la gendarmerie, etc., de la sécurité privée au moment des Jeux Olympiques, mais au jour le jour, il tire la langue, quoi. Alors, il n'est pas sûr qu'on le retrouve, et la façon dont les uns et les autres, dans la justice, dans la pénitentiaire, se rejettent la patate chaude en disant « oui, mais c'est pas de notre faute, alors nous on a fait notre job, les autres, etc. » C'est honteux. Voilà. N'hésitez pas à rapprocher votre chaise du micro, vous serez plus à l'aise. 2 morts, déjà, dans l'affaire en question, et puis des blessés graves. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça dit de la puissance des narcotrafiquants en France ? Mais non, ils profitent de la... C'est des petits voyous, hein, c'est pas grand-chose de plus. C'est pas le cartel de Cali, quoi, ni le cartel de Medellín, ni les grands cartels mexicains avec des armées criminelles, des blindés, etc. C'est pas ça du tout. Ils profitent de la faiblesse de l'appareil d'État, du fait que il y a une minorité idéologique puissante qui bloque et qui paralyse le système en prétendant contre toute réalité qu'il s'agit de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme, et par conséquent, le système est bloqué, le système est paralysé, et il est incapable de faire au jour le jour son travail, surtout dans les zones du pays qui maintenant sont hors contrôle, c'est-à-dire qui échappent d'ordinaire et le plus souvent, jour après jour, au contrôle de la police, de la gendarmerie, et dans lesquelles les forces de l'ordre n'entrent qu'avec la plus grande difficulté, au prix d'émeutes. Les magistrats disent que la guerre est perdue. Nous, on parle très souvent avec des policiers, ils nous disent qu'il n'y a pas de guerre et qu'il n'y en a jamais eu. Est-ce que vous comprenez ces mots ? Oui, je comprends, mais je dis simplement, et je l'affirme, et bon, c'est pas le lieu de faire une conférence de 3 heures, mais on peut le prouver, que la force du milieu criminel en France, c'est la faiblesse de l'appareil d'État, et que la restauration de la sécurité et de l'ordre en France peut se faire aisément par une mesure inouïe, incroyable, qui consiste à appliquer le code pénal tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, on va prendre un exemple, parce que c'est abstrait tout ça. Les émeutes du juin-juillet 2023, 60 à 70% de mineurs. C'est la police qui le dit, hein. 60-70% de mineurs. Vous avez l'article 227-17 du Code pénal qui dispose que tout parent qui a la responsabilité d'un mineur, parent biologique, parent adoptif, tuteur, hein, tout
individu adulte qui a la responsabilité d'un mineur, écoutez-moi bien, et qui met ce mineur en état de danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Il y a des gamins à Marseille de 16 ans... Quand est-ce que cette loi a déjà été appliquée ? Jamais, évidemment. Donc cette loi existe, elle n'a jamais été appliquée. Voilà, jamais. Voilà. Alors, chaque fois qu'il y a un attentat, chaque fois qu'il y a un drame, chaque fois qu'il y a une crise criminelle grave, on nous pond des lois nouvelles qui forment une espèce de cathédrale de papier. Rien de cela ne descend jusqu'au sol. À savoir que les voyous s'en tapent. Vous savez quoi ? Dans les quartiers nord de Marseille, c'est-à-dire dans le 14e, 15e, 16e, 13e, 14e, 15e, 16e arrondissement de Marseille, 45 morts l'an passé. Vous avez un taux d'homicide dans les quartiers nord de Marseille qui est comme celui du Brésil ou comme celui du Nicaragua. C'est-à-dire 17, 18, 19 morts pour 100 000 habitants. Partout ailleurs en France et dans toute l'Union européenne, c'est 1,5 ou 2 pour 100 000. Voilà, donc on a des zones complètement hors contrôle où les gens s'entreflinguent comme en Amérique latine, dans les pires endroits où il y a les cartels, etc. Et tout le monde trouve ça normal sous la Macronie et auparavant sous Monsieur Hollande. Et donc, si par exemple on voulait couper entièrement le trafic de drogue à Marseille, quelles seraient les étapes à suivre ? Eh bien, c'est simple, il suffit d'appliquer le code pénal, c'est-à-dire d'arrêter des individus et de les mettre en tôle suffisamment longtemps pour que l'envie leur en passe. Ce matin, dans un journal de province, il y a un individu qui a été arrêté. Il a agressé une vieille dame dans un hôpital pour lui piquer son téléphone portable. On finit par le trouver avec les caméras de surveillance et on s'intéresse à lui. Il a 19 vols, etc. Il ressort du tribunal avec un bracelet autour de la cheville. C'est-à-dire qu'il continue, une heure après, il y est de nouveau en train de voler ou d'agresser ou de piller. Un bracelet électronique n'a jamais empêché les gens d'agresser quiconque. D'ailleurs, je me rappelle que l'assassin du père Hamel était sous bracelet électronique. Évidemment. Alors, dans les cités, vous savez, les criminologues, c'est des animaux un peu spéciaux. Les bandits nous adorent. Ils ont l'impression que nous, on fait le même métier, quoi, à peu près. Alors, des fois, j'ai été invité à aller voir un caïd quelconque dans une cité. Dans les cités, ils remontent leurs jambes de pantalon où ils ont le bracelet électronique parce que pour eux, c'est un titre de gloire, quoi. C'est un peu une décoration. C'est leur légion d'honneur. Ouais, voilà, exactement. Mais aujourd'hui, c'est quoi les plus grands réseaux de drogue en France ? Il y a des filières, par où ça vient ? Alors, si vous me permettez, il faut... Le mot réseau est là dans les médias du système pour empêcher de voir la réalité. Ce ne sont pas des réseaux. EDF, c'est un réseau. La BNP, c'est un réseau bancaire. Là, c'est des gangs et des gangsters ou des bandits. Voilà, il faut appeler les choses par leur nom parce que, naturellement, si vous dites à un patient atteint de la peste qu'il a un panari ou l'inverse, vous êtes incapable de le soigner. Le début de la solution, de résolution du problème criminel, contrairement à ce que font les journaux, vous avez vu, il n'y a plus d'assassins, il y a des personnes. Il n'y a plus de gangs, il y a des réseaux. Il n'y a plus de drogue, il y a des produits. Il n'y a plus de drogués, c'est des consommateurs. Alors, comme dans 60 millions de consommateurs, vous savez, le prix des chewing-gums, etc. Donc, commençons par appeler, surtout pour un média comme vous qui est offensif, je suis ce que vous faites avec intérêt. Et donc, merci beaucoup. Voilà, non, mais je le dis clairement. Et donc, il faut appeler les choses par leur nom. Ce sont des gangs et des gangsters. Mais d'où arrive la drogue ? Elle arrive du Maroc, beaucoup ? Non, pas uniquement. Elle arrive maintenant par la route des Balkans, c'est-à-dire au long depuis la Turquie, et puis elle remonte tous les Balkans, et puis elle arrive après ça par l'est de l'Europe, par les Balkans, si vous voulez. Elle arrive par le sud de l'Espagne en provenance soit du Maghreb, soit d'Amérique latine, par des conteneurs sur les bateaux. Elle arrive essentiellement... S'agissant de celle qui pose le plus de problèmes à l'heure actuelle, c'est-à-dire la cocaïne, elle arrive dans des grands ports comme Anvers et comme Rotterdam, où ces ports ont été configurés en fonction de la logique libérale de fluidité et de tout laisser passer le plus vite possible. Eh bien, la drogue aussi. En 2023, on a trouvé
rien que dans un seul port à Anvers, 116 tonnes de cocaïne, 116 000 kilos. Et ça, c'est ce qu'on a arrêté. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a 10, 20 fois, 30 non, fois. Non, on estime parce que, en gros, on sait ce qui est capturé dans le reste des pays, donc on sait ce qui part d'Amérique latine. En gros, il y a 500 à 600 tonnes qui sont passées à travers les mailles du filet. D'accord. Et la preuve, c'est que Darmanin nous a raconté des cracks au sujet de ses grandes victoires en matière de drogue. On sait s'il y a victoire ou échec en matière de drogue. Parce que la cocaïne, comme les carambars, c'est une marchandise. Plus la marchandise est rare, plus elle est chère. Plus il y a un succès en matière de répression, plus la cocaïne est rare et plus elle est chère. Là, son prix baisse sans arrêt. En 2 ans ou 3 ans, c'est passé de 80 € le gramme à 60 € le gramme. C'est la preuve d'un échec total. Ça signifie que la drogue inonde de plus en plus, la France, mais pas uniquement le Benelux, les pays d'Europe, les pays alentours. On en trouve de plus en plus et toujours plus pur. Là aussi, quand les bandits se font piquer de la drogue, ils la coupent pour compenser le manque à gagner. Là, maintenant, on trouve de la cocaïne pratiquement pure à 60 € le gramme. D'ailleurs, est-ce qu'un pays d'Europe est déjà devenu l'équivalent du Mexique ou de la Colombie ? Est-ce qu'il y a des narco-États aujourd'hui ? C'est exagéré. Il y a des États qui sont faibles, donc qui se laissent faire, mais si jamais même la Belgique, même les Pays-Bas avaient le coup de poing sur la table du ministre qui va bien et qui dit « j'en ai marre, arrêtez-moi ça tout de suite », ça rétablirait la situation tout de suite. On a affaire à des États qui sont paralysés. Vous savez, il y a un exemple historique, la guerre de sécession. Elle aurait dû durer 6 mois, tellement la disproportion était énorme entre le Sud et le Nord. Elle a duré 4 ans parce que tous les généraux nordistes qui arrivaient sur le champ de bataille étaient battus d'avance face au général Lee, parce que ça avait été l'homme qui leur avait enseigné la stratégie à West Point. Donc quand vous avez des généraux qui partent battus sur le champ de bataille, vous les virez et vous en prenez des qui sont courageux. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que le trafic de drogue calme les émeutes ? Moi, je me rappelle, à l'époque de l'affaire de Naël, à la fin, c'est les trafiquants de drogue qui ont sifflé la fin de la récré parce qu'ils ne pouvaient plus trafiquer en paix, justement, à cause des émeutes commises par les gens de cité qui étaient pour la plupart des mineurs. Est-ce que si on combattait vraiment le trafic de drogue, on n'aurait pas plus d'émeutes ? Toute opération du gouvernement, toute action du gouvernement dans la lutte contre la grippe, dans la construction de nouvelles autoroutes, pour vous-même, si vous décidez de faire un régime, par exemple, eh bien, ça va toujours plus mal avant d'aller mieux. C'est ce qu'on appelle la courbe en J. Voilà. La courbe en J, c'est que dans un premier temps, vous allez souffrir quand vous ne boufferez rien pendant 6 mois, mais après ça, vous allez galoper, vous serez comme une gazelle, vous courez dans tous les sens et vous vous sentirez bien mieux. L'être humain, dans tout ce qu'il entreprend, c'est la courbe en J. Voilà. Et donc, effectivement, dans un premier temps, il y aura une agitation dans les cités en question, mais l'agitation en question, à l'heure actuelle, on la tolère. En 2020, je me souviens parce que c'était à peine quelques jours avant le début du confinement. J'étais avec des gens de très très haut niveau de la gendarmerie nationale. J'ai été prof pendant 15 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, donc ils me connaissent, on est un peu en famille. Comment dire, je les ai vus grandir, étaient lieutenant, capitaine, commandant, colonel, et j'ai de l'affection pour eux. Et ils m'ont dit, vous savez, monsieur Rofer, nous, on est prêts. Si jamais il faut remettre de l'ordre dans les cités hors contrôle, ça nous prendra 6 mois. Mais il faut qu'on ait un ordre du gouvernement. Cet ordre n'arrive jamais. Autrement, ce serait fait. C'est pas si difficile que ça. Et monsieur Retailleau, vous pensez qu'il fera quelque chose ? Ce qu'il dit est un baume pour tous ceux qui disent la même chose depuis des années. Mais vous savez ce que dit M. Retailleau ? Vous savez pourquoi il le dit ? Nous, on a une base de données dans laquelle, notamment, on collectionne tous les sondages sur le régalien, c'est-à-dire que veulent les Français pour ceci, la sécurité, la prison, etc. Ce que M. Retailleau dit sur les 5 dernières années est voulu et même exigé à son de trompe par de 70 à 80% des Français. Une fois, il m'est arrivé de discuter avec un journaliste d'une radio du système, journaliste gauchiste d'une radio du système, pardon du pléonasme, et donc il m'a dit, mais oui, quand même, vous êtes un peu... J'ai dit, mais pas du tout, c'est vous la minorité. Et je lui ai dit, je vais vous envoyer une liste de 50 sondages, et puis vous allez voir. Et donc, effectivement, ce que dit M. Retailleau, c'est l'émanation de ce que veulent, exigent,
à son trompe depuis bien des années les Français. Alors, Napoléon disait « La guerre est un art simple et tout d'exécution ». Donc, c'est facile la guerre, il faut prendre la colline là-haut, mais tout est dans l'exécution. Alors, M. Retailleau a les moyens d'exécuter l'excellent programme qu'il propose, on verra. Et dans les prisons, nous, on est allé au Baumette. Oui. Et la directrice nous a dit que tout se passait bien. On sait qu'il y a des téléphones, de la drogue et même des prostituées qui rentrent. Il y a des gens de la Castellane qui sont des agents pénitentiaires là-bas. Est-ce qu'on est chez les fous ? Non, mais là aussi, c'est l'idée que ce sont de malheureuses victimes. Alors en plus, vous savez, la boutade d'Alphonse Salès, c'est pas tout d'être pauvre. Si en plus il fallait se priver, voilà, c'est un peu un truc dans ce goût-là, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse faire. Mais là non plus, c'est pas perdu d'avance. Vous savez, le 1er octobre, j'ai passé toute la journée à Fleury-Mérogis. En prison. J'avais rien fait de mal, hein. C'était pour un stage avec les directions des services pénitentiaires. Les gens qui sont là-bas, ils boxent avec une main dans le dos, ils n'ont pas les moyens. Ils peuvent pas assurer la sécurité dans les prisons comme ils le voudraient, parce que les règlements, parce que ceci, parce que cela. Pompidou, le président Pompidou, de manière célèbre, quand il était président, a dit à ses ministres « Cessez d'emmerder les Français », dans le respect, bien entendu, absolu de l'état de droit. Moi, criminologue, mon petit livre rouge, c'est le code, hein, c'est la loi. Et on travaille à partir de ça. Mais qu'on cesse d'enquiquiner avec des histoires procédurales invraisemblables. J'étais très touché à Fleury-Mérogis parce que dans le personnel pénitentiaire, il y a beaucoup d'Antillais. Des gens qui sont venus en France métropolitaine pour travailler, etc. Ils sont désespérés, ils n'arrivent plus à se faire obéir. Ces gens-là disent « on est français, c'est des vrais patriotes, etc. » Mais ils n'ont plus les moyens. Donc ce qu'il faut, c'est rendre au dispositif régalien, à la police, à la justice et à la pénitentiaire, des codes et surtout des codes de procédure, comment faire ceci, comment faire cela. À l'heure actuelle, un détenu écrase un moustique, vous avez 15 pages de paplard à remplir, quoi. C'est pas possible. Et donc c'est ça qu'il faut réviser, c'est simplifier la vie dans le respect de l'état de droit de tous les personnels qui ont à s'occuper des malfaiteurs, de manière à ce que Clémenceau, la police est là pour rassurer les honnêtes gens et pour arrêter les malfaiteurs, eh bien c'est ça qu'il faut faire, c'est tout simple. Et il y a un nouveau sujet en France, ce serait la corruption des magistrats par le trafic de drogue. Est-ce qu'on a des magistrats qui ont déjà pu être achetés ? Oui. Bien sûr, moi j'ai connaissance d'interceptions téléphoniques, hein, des portables de magistrats qui donnaient des indications, c'était dans la région lyonnaise, à des gros voyous pour échapper à la répression. Et puis en plus de ça, vous avez l'échelon intermédiaire. L'échelon intermédiaire, c'est les avocats. Vous avez les avocats des voyous qui sont payés chaque mois des milliers d'euros en espèces ou autrement pour assurer leur sécurité, qui leur disent là, vas-y, ça craint, attention, fais gaffe, etc. On a eu des caïds d'une des grosses cités hors contrôle de Marseille qui a reçu un coup de téléphone disant attention, c'est chaud, arrête-toi, etc. pendant 15 jours, et après ça, tu peux recommencer. Donc ces indications-là, pour ce milieu, sont précieuses. Donc, je ne suis bien... C'est gravissime de voir que des magistrats puissent être corrompus par les trafics de drogue. Vous croyez que ça les rassure de voir un des magistrats de voyous comme M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice ? Eh ben non. Vous savez, M. Dupond-Moretti, c'est un cas quand même. À Grenoble, les narcos vendent de la cocaïne par gramme et par demi-gramme dans des petits pochons. Ils ont fait des pochons à l'effigie de M. Dupond-Moretti. C'est vrai ? Oui, je le possède. Hein, c'est pas un racontat ou un truc comme ça. Ah, on aimerait bien que vous nous envoyiez une photo de ça. Parce sans que problème, donnez-moi votre mail tout à l'heure, je vous l'envoie. Je l'ai. On me l'a envoyé il y a une semaine, c'est un magistrat qui m'a dit quand même, quoi. Les demi-grammes Dupond-Moretti de cocaïne. Oui, exactement. Merveilleux. Voilà, c'est ça. Alors, c'est naturellement pas un message de haine, c'est un message un peu rigolard, un peu le brave homme, etc. On le craint pas. C'est le seul ministre de la Justice. Quand il rentre en prison, les taulards l'applaudissent. Et quand il y a un congrès de syndicats de magistrats, il est hué. Voilà, c'est ça qu'on a eu comme ministre de la Justice.
Malheureusement, l'heure avance et on pourrait discuter avec vous pendant des heures et des heures. Mais on recommencera. Avec plaisir. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez chez Frontières. Merci d'être venu. Je voulais simplement vous dire un petit mot avant de... Bien sûr, allez-y. Il y a maintenant des médias de droite qui se développent. Enfin, parce qu'il ne faut pas compter sur les journalistes gauchistes, France Info et consorts, pour faire du bon boulot. Si je peux me donner un conseil d'expérience, beaucoup de ce qui se fait dans les médias de droite, ils ronchonnent, ils râlent, ils vitupèrent, ils sont pas contents, et de leur temps les escaliers étaient moins hauts, etc. Soyez pas comme ça. Nous on fait de l'enquête, on est sur le terrain, exactement. On est dans les pays étrangers pour enquêter là où personne ne va. On a fait 6 mois d'infiltration dans l'extrême gauche. Ce que personne n'avait fait d'ailleurs à droite depuis 20 ans ou 30 ans. Merci en tout cas. Mais quel soulagement, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais merci de vos recommandations que nous suivons et que nous continuerons à suivre parce que justement notre objectif c'est pas de faire que de l'opinion et de raconter que c'était mieux avant. On est là pour montrer la réalité et comme je dis toujours, la gauche met la France dans la merde, on va mettre la gauche dans la merde. Eh ben c'est un bon projet. Merci beaucoup Monsieur Roffer. Au revoir. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatant au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître. Avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et, pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.